Dans un monde où le Burkina Faso semblait avoir atteint ses limites, un événement imprévu a bouleversé l'ordre établi. Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, un phénomène politique sans précédent a secoué l'Afrique de l'Ouest. L'idée d'utiliser des prisonniers pour former une nouvelle armée n'était pas seulement un acte de défi, mais une révolution idéologique en soi. Pourquoi cette décision a-t-elle fait trembler les puissances internationales ? Ibrahim Traoré a transformé l'inacceptable en un acte de souveraineté redéfini. Dans un contexte de déstabilisation profonde au Sahel, Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, propose une alternative radicale qui défie les normes coloniales. Sa vision ne se limite pas à la simple récupération territoriale, mais à une réinvention de la justice elle-même. En libérant 15 600 prisonniers pour les transformer en soldats, il redonne espoir à une nation abandonnée. Ce geste n'est pas seulement politique, il incarne la volonté de rédemption collective. Traoré ne cherche pas à rétablir l'ordre imposé par les puissances extérieures, mais à recréer un pays fort, capable de se défendre sans dépendre de l'aide étrangère. Cette approche radicale pourrait bien redéfinir les relations internationales, mettant en lumière la résilience et la souveraineté africaine. Mais la question demeure. Ce modèle peut-il être durable ? Ou est-ce le prélude à une nouvelle forme de militarisation du Sahel ? Le monde entier regarde, et ce qu'il découvre pourrait être bien plus qu'une simple révolte. Ibrahim Traoré, en moins de 2 ans à la tête du Burkina Faso, a réussi là où d'autres ont échoué. Il n'a pas seulement libéré les terres du contrôle djihadiste, mais a redonné aux habitants une part de leur dignité perdue. Sous son leadership, plus de 92% du territoire national a été récupéré, et des milliers de Burkinabés, qui fuyaient autrefois la terreur, ont retrouvé leur maison. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est la transformation radicale du système pénal. En libérant les prisonniers, Traoré n'a pas seulement libéré des hommes, mais a forgé une armée prête à défendre la souveraineté du pays. Ces hommes, auparavant considérés comme des criminels, ont été réutilisés non seulement comme soldats, mais comme symbole d'une nouvelle ère. Ce modèle d'armée révolutionnaire, fondé sur la rédemption, défie toutes les conceptions traditionnelles de justice et de gouvernance. Cependant, cela a également suscité des préoccupations à l'échelle internationale. La France, par exemple, a commencé à redéployer ses drones de surveillance au-dessus du Sahel, ce qui soulève une question inquiétante. Les puissances étrangères se sentent-elles menacées par ce changement de paradigme ? Traoré a non seulement redéfini la notion de justice, mais aussi l'équilibre des pouvoirs en Afrique de l'Ouest, une évolution qui ne peut pas passer inaperçue. Le capitaine Ibrahim Traoré, armé de sa philosophie radicale, a transformé un geste politique en un changement profond pour la société burkinabé. Contrairement à l'approche coloniale, qui voit les prisons comme des lieux de punition, Traoré y a vu un réservoir inexploité de ressources humaines. En redéfinissant la justice comme une réhabilitation et une contribution active à la nation, il a suscité un élan de fierté et de solidarité. Cette idée a rapidement trouvé écho parmi les populations locales, qui ont commencé à voir ces anciens détenus non pas comme des parias, mais comme des héros potentiels. Mais cette décision a aussi eu des répercussions immédiates sur le terrain. Les militaires et les civils ont dû s'adapter rapidement à ce changement radical, et la question de savoir si ce modèle pourrait tenir dans la durée est devenue un point central des débats internes et internationaux. Toutefois, au-delà des critiques, ce projet a montré que la volonté de reconstruire une nation peut transformer même les situations les plus désespérées en opportunités de renaissance. Ibrahim Traoré a pris des décisions audacieuses dès le début de son mandat, changeant la trajectoire de son pays d'une manière que personne n'aurait imaginée. Tout a commencé avec une volonté farouche de récupérer des terres perdues,
tout en consolidant le pouvoir interne du Burkina Faso. Le projet de libération des prisonniers, pour en faire une armée, a eu un impact immédiat sur la dynamique du pays. Ces prisonniers, qui avaient purgé des peines pour des crimes mineurs ou pour la survie dans un environnement impitoyable, ont été redéployés dans des unités militaires spécialisées. Ce mouvement a été perçu comme un acte de rédemption nationale, un appel à la reconstruction du pays, non par la force extérieure, mais par la volonté interne. Le processus a été rapide, la mobilisation de ces hommes ayant été suivie d'un entraînement intensif pour les transformer en soldats disciplinés. Mais cet acte a également envoyé un message fort au monde extérieur. Le Burkina Faso ne serait plus une victime passivement observée par les puissances étrangères. Les rapports ont rapidement commencé à circuler sur la formation de ces nouvelles unités, et les observateurs internationaux ont commencé à s'interroger sur l'impact à long terme de ce projet radical. Les questions sur le contrôle des frontières, la stabilité intérieure et les relations avec les anciennes puissances coloniales se sont rapidement intensifiées. Toutefois, ce qui a marqué les esprits, c'est la détermination de Traoré à transformer une crise en une opportunité, à utiliser les ressources internes pour renforcer la souveraineté de son pays, au lieu de se replier sur une aide extérieure. Les preuves des résultats obtenus par Ibrahim Traoré sont impressionnantes et mesurables. En moins de 2 ans, plus de 92% du territoire du Burkina Faso a été récupéré des mains des groupes terroristes. Un exploit qui démontre l'efficacité du modèle de réutilisation des prisonniers. Des centaines de villages, autrefois sous domination djihadiste, sont désormais sous la protection des unités formées à partir de ces anciens détenus. De plus, le taux de criminalité a considérablement chuté dans les zones contrôlées par ces nouvelles unités, ce qui a permis une réhabilitation progressive de l'économie locale. Le pays, autrefois aux prises avec une instabilité chronique, commence à voir les fruits de ses efforts. Les marchés rouvrent, les infrastructures sont restaurées et la population commence à reprendre confiance. Le chiffre de 15 600 hommes formés et déployés représente non seulement un changement dans la structure militaire du pays, mais aussi une tentative audacieuse de réconcilier la nation avec son passé de souffrance. En outre, les investissements étrangers commencent à se rediriger vers des projets de reconstruction, bien que certains acteurs internationaux restent prudents. Cependant, la véritable force de ce changement ne réside pas seulement dans ces chiffres. Ce modèle, qui fusionne justice et rédemption, Jikyo, s'appuie sur une idéologie que d'autres pays africains commencent à observer attentivement. La question est maintenant de savoir si cette approche pourra être étendue et reproduite dans d'autres contextes similaires. Les critiques de la stratégie d'Ibrahim Traoré n'ont pas tardé à émerger. Pour certains, libérer des milliers de prisonniers représentait un risque colossal. Comment garantir que ces hommes, issus de milieux précaires ou violents, ne replongent pas dans la criminalité? D'autres, plus cyniques, ont affirmé que le capitaine cherchait simplement à créer une armée personnelle, une milice déguisée sous le drapeau de la rédemption. Mais ces arguments, bien que fondés sur des peurs légitimes, négligent un point essentiel. Le Burkina Faso était déjà à genoux. Les institutions judiciaires croulaient sous les dettes, les prisons débordaient, et l'armée manquait d'effectifs. Face à ce dilemme, Traoré a choisi une approche pragmatique et audacieuse, convertir la punition en potentiel. Ses partisans le défendent avec ferveur, soulignant que la discipline militaire, combinée à une éducation idéologique, peut transformer des marginaux en citoyens engagés. Les premiers résultats sur le terrain leur donnent raison. Baisse du taux d'attaque, regain de confiance au sein des populations rurales et cohésion nationale renforcée. Les opposants, eux, craignent l'effet boomerang, qu'un jour ces soldats réhabilités puissent se retourner contre l'État. Mais cette crainte n'est-elle pas le reflet des anciennes logiques coloniales, où l'Afrique devait toujours douter de sa propre capacité à se réinventer? La réponse de Traoré est claire. Le risque fait partie de la Renaissance. Et pour la première fois,
le Burkina Faso ose redéfinir la notion même de sécurité nationale à partir de sa propre douleur. Au cœur de cette transformation, une vérité s'impose. La justice n'est plus une punition, mais une mission. C'est ainsi qu'Ibrahim Traoré a ouvert la cérémonie des premières unités CPU. Ce moment a marqué un tournant symbolique. Les anciens détenus, désormais soldats, ont juré fidélité à la nation sous un drapeau qu'ils n'avaient jamais cru pouvoir servir. Leur uniforme portait un signe noir discret, non pas comme un stigmate, mais comme une mémoire. Cette réinvention du symbole transforme la honte en force collective. Mais au-delà du geste, ce moment révèle la philosophie profonde de Traoré. La souveraineté n'est pas donnée, elle se construit. À ce stade, la population commence à comprendre que le combat dépasse le militaire. Il s'agit de redéfinir la dignité africaine, de montrer que même ceux qui ont chuté peuvent relever la nation. Et dans cette conviction, le Burkina Faso devient le laboratoire d'une nouvelle doctrine de survie continentale. Les effets concrets de la doctrine de Traoré se font sentir dans tout le pays. Pour les agriculteurs, la stabilité retrouvée a permis la relance des cultures. Les marchés ruraux, jadis abandonnés, résonnent à nouveau des échanges et du rire des familles. Les récoltes augmentent, preuve que la paix nourrit plus sûrement que les aides étrangères. Pour les entrepreneurs, la sécurité a ouvert de nouveaux couloirs logistiques. Les routes réhabilitées relient les régions productives et les industries locales reprennent un serein souffle. Le redéploiement des CPU a également réduit les coûts liés à la sécurité privée, renforçant la confiance des investisseurs. Pour les anciens détenus, la transformation est existentielle. D'anciens marginaux deviennent instructeurs, encadrant la génération suivante. Leur nouvelle identité repose sur le service et la discipline, non plus sur la honte. Certains participent même à la reconstruction des écoles et des infrastructures détruites par les conflits. Pour la région, l'effet d'entraînement est spectaculaire. Du Mali au Niger, des gouvernements observent ce modèle avec prudence et curiosité. La doctrine de Traoré inspire déjà des discussions sur la justice réparatrice et l'autonomie sécuritaire. Mais cette réussite s'accompagne de défis. Le maintien de la discipline, la transparence du programme et la gestion de la perception internationale. Les puissances extérieures restent méfiantes, craignant qu'un Sahel souverain échappe à leur influence. Pourtant, la population burkinabé y voit une victoire morale. Dans les rues de Ouagadougou, on murmure « Nous avons repris notre souffle, notre terre et notre foi ». Ibrahim Traoré, par ses choix radicaux, a réussi à convertir une plaie nationale en moteur de fierté collective. À court terme, 3 trajectoires se dessinent pour le Burkina Faso. Dans un premier scénario, dit de base, la consolidation se poursuit. Les unités CPU continuent de renforcer la sécurité intérieure. Les infrastructures se développent progressivement. Et le pays atteint une stabilité relative. Les tensions diplomatiques persistent, mais restent contenues. Dans un deuxième scénario, optimiste, la contagion régionale s'opère. Les succès militaires et sociaux inspirent d'autres nations sahéliennes à adopter des modèles similaires. Une coopération nouvelle, basée sur la souveraineté partagée, pourrait émerger, réduisant la dépendance envers les interventions étrangères. Le Burkina Faso deviendrait alors un symbole continental, prouvant que la renaissance africaine peut être endogène. Dans un troisième scénario, pessimiste, la fracture menace. Si les CPU échappent au contrôle, ou si des puissances extérieures décident d'intervenir sous prétexte humanitaire, la situation pourrait se détériorer. Les gains seraient remis en question et la légitimité du modèle Traoré s'effriterait. Mais, quelle que soit la trajectoire, une chose est sûre. Le temps des tutelles étrangères touche à sa fin. L'histoire du Burkina Faso prouve qu'un État africain peut se redresser sans se vendre. L'avenir dépendra de la capacité du pays
à équilibrer justice et force, idéalisme et pragmatisme. Comme le dit Traoré, ce n'est pas la peur qui nous guide, c'est la mémoire de notre dignité. Dans les villages comme dans les quartiers populaires de Ouagadougou, le visage du changement n'est pas celui d'un général en uniforme, mais celui d'un voisin revenu du silence. Les familles, qui craignaient autrefois les sirènes de la nuit, reconnaissent maintenant ces hommes dans les convois qui protègent les routes. Le sentiment d'appartenage renaît. Des artisans gravent sur le bois des chaînes brisées, symbole d'un peuple qui se réapproprie sa dignité. Les jeunes, inspirés par cette transformation, rejoignent les centres de formation civique créés après la Réforme. Ils apprennent que la souveraineté commence dans l'esprit avant de se construire sur le champ. Pour les observateurs extérieurs, cette révolution semble presque mystique. Pourtant, elle repose sur une vérité simple. Un peuple qui croit à sa valeur devient inarrêtable. Les enseignants racontent aux élèves non pas la défaite coloniale, mais la reconstruction nationale. Chaque récit, chaque chanson devient un rappel de ce que le courage collectif peut accomplir. Et pour le spectateur, ce n'est pas seulement une histoire à regarder. C'est une invitation à comprendre que la dignité n'est pas un luxe réservé aux puissants, mais le droit fondamental de ceux qui ont tout perdu, sauf la volonté de renaître. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, un plan structuré se dessine pour consolider les acquis. D'abord, institutionnaliser le programme CPU sous supervision parlementaire afin d'assurer transparence et légitimité. Ensuite, créer un fonds national de réinsertion destiné aux familles des soldats issus des prisons pour éviter le retour du cycle de pauvreté. Puis, renforcer la formation civique et économique, transformant chaque unité en cellule de développement local. Ensuite, ouvrir un dialogue régional avec les pays du Sahel sur la sécurité concertée, non dictée par des puissances extérieures. Enfin, mesurer les progrès non par le nombre d'armes, mais par le nombre de villages libérés et de vies réhabilitées. Cette feuille de route s'appuie sur un principe clair. L'indépendance n'est durable que si elle nourrit la justice. Traoré veut éviter que cette expérience reste une exception. Il la conçoit comme une école pour l'avenir. L'objectif ultime n'est pas seulement militaire, mais moral. Transformer la force en service et la douleur en mémoire utile. Le Burkina Faso avance, un pas après l'autre, porté par la conviction que la rédemption peut devenir politique publique. Le soir tombe sur les plaines du Sahel. Dans un camp d'entraînement, une lampe vacille au-dessus d'un ancien prisonnier, devenu instructeur. Il fredonne une chanson apprise aux enfants de Ouagadougou. Notre liberté est forgée par nos mains. Ce refrain, né dans la poussière, résonne aujourd'hui comme un serment collectif. Ibrahim Traoré réapparaît dans l'imaginaire national non plus comme un chef militaire, mais comme un symbole d'endurance. Son parcours rappelle celui des premiers artisans de l'indépendance africaine, mais avec une différence essentielle. Cette fois, la révolution se fait sans permission. Les mêmes hommes qui étaient enchaînés portent désormais la promesse d'un pays debout. Chaque pas, chaque souffle, rappelle que la dignité peut renaître du rejet. Et au centre de cette renaissance brûle une idée simple. Le pardon ne signifie pas l'oubli, il signifie la reconquête de soi. Le Burkina Faso n'est plus seulement une terre qui résiste, mais une terre qui enseigne. L'histoire du Burkina Faso, racontée à travers les pas d'Ibrahim Traoré, n'est pas une légende héroïque. C'est une leçon d'autonomie. Là où d'autres voient le chaos, ce pays a choisi la cohérence. Là où l'on parlait d'aide, il a préféré l'effort. Cette transformation appelle à une réflexion collective. Que signifie être libre dans un monde dépendant? Le spectateur, témoin de cette mutation, peut s'interroger. Et si la véritable puissance ne résidait pas dans la richesse, mais dans la volonté? C'est une invitation douce, non pas à applaudir, mais à comprendre. Car chaque nation, chaque individu, porte en lui la possibilité d'une renaissance. L'Afrique
à travers le Burkina Faso, rappelle que la liberté se construit, pas ne se reçoit. Et vous, que feriez-vous si la dignité devenait votre dernière arme? Le parcours d'Ibrahim Traoré jusqu'à aujourd'hui a prouvé que le changement en Afrique est possible, même dans les conditions les plus difficiles. Cependant, pour que les réformes qu'il a lancées puissent perdurer et produire des résultats durables, un plan stratégique à long terme doit être mis en place. Ce plan, qui va au-delà de la gestion immédiate de la crise, doit aborder les défis économiques, sécuritaires et politiques sur plusieurs fronts. Premièrement, il est essentiel de renforcer les institutions démocratiques. Le pays doit continuer à moderniser ses structures politiques et à garantir la séparation des pouvoirs. La consolidation de la démocratie est la clé pour garantir que les réformes économiques de Traoré ne sont pas perçues comme un simple exercice de pouvoir militaire, mais comme un véritable engagement envers la justice et la gouvernance transparente. Cela passe par la mise en place de mécanismes de contrôle efficaces, la formation de leaders locaux et la promotion d'une culture de responsabilité. Deuxièmement, l'économie doit être diversifiée. Bien que les réformes dans le secteur minier et agricole aient montré des résultats, le Burkina Faso doit aussi investir dans d'autres secteurs clés comme les technologies, les infrastructures et les énergies renouvelables. Cela permettra de réduire la dépendance aux ressources naturelles et d'ouvrir de nouvelles voies de croissance. L'investissement dans l'éducation et la formation professionnelle est crucial pour préparer les jeunes générations à ces nouveaux défis. Troisièmement, la sécurité doit être une priorité absolue. Bien que Traoré ait fait des efforts pour stabiliser le pays, la menace des groupes armés et la fragilité régionale nécessitent une coopération renforcée avec les pays voisins. Le Burkina Faso devrait prendre l'initiative de créer des alliances stratégiques au sein de la région du Sahel, mais aussi à l'échelle internationale, afin de contrer les menaces sécuritaires. Enfin, l'autosuffisance alimentaire doit être un objectif stratégique à long terme. Le pays doit investir davantage dans l'agriculture durable, renforcer la résilience des communautés rurales et accroître la capacité de production locale pour garantir la sécurité alimentaire face aux crises mondiales. Avec un tel plan, pensez-vous que le Burkina Faso et l'Afrique en général pourront naviguer dans ce contexte complexe de mondialisation tout en préservant leur souveraineté et leur autonomie? Ibrahim Traoré a mis en lumière une vérité simple mais radicale. L'Afrique peut se relever seule, sans attendre la permission des puissances mondiales. Son parcours n'est pas seulement celui d'un leader, mais celui d'une idée qui résonne dans les cœurs de millions de personnes à travers le continent. Ce message n'est pas un rêve lointain, mais une réalité qui se construit au quotidien dans les rues de Ouagadougou, dans les champs de coton du Burkina Faso et dans les salles de classe des jeunes Africains. L'histoire de Traoré est celle de l'espoir, du courage et du refus de rester dans l'ombre des autres. Ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est que ce n'est pas simplement un récit politique ou économique. C'est une histoire de résilience humaine, de personnes ordinaires qui décident de ne plus accepter les injustices, de ne plus se contenter de solutions temporaires. C'est le récit d'une Afrique qui refuse d'être définie par son passé colonial, mais qui choisit d'écrire un avenir où la dignité et la souveraineté sont au cœur des préoccupations. Et même si les défis sont immenses, ce que nous voyons aujourd'hui à travers les actions de Traoré et de son peuple, c'est une affirmation que l'intégrité et la vérité ne se laissent pas étouffer par les forces du cynisme. Pensez-vous que cette nouvelle Afrique, portée par des leaders comme Traoré, pourra surmonter les défis de l'influence extérieure et prendre enfin son destin en main? L'histoire d'Ibrahim Traoré et du Burkina Faso nous rappelle que le changement durable commence par une vision audacieuse et un engagement inébranlable envers la vérité. Ce n'est pas seulement une histoire politique, mais un appel à l'action pour tous ceux qui croient, oui, que l'Afrique peut se relever. L'Afrique ne cherche pas la pitié ni la charité, mais la dignité et la souveraineté.
Ce message doit résonner bien au-delà des frontières du Burkina Faso, car il incarne l'espoir de tout un continent prêt à prendre son destin en main. Si vous avez été touché par cette histoire, n'oubliez pas que le changement commence par l'individu, par chaque action, chaque décision que nous prenons aujourd'hui. Rejoignez le mouvement, partagez cette vision avec vos proches et collègues et engagez-vous dans le dialogue pour un avenir plus équitable. Le chemin est encore long, mais ensemble, nous pouvons construire un monde plus juste, un monde où la transparence et la dignité humaine sont au cœur de nos actions. Si cette vision résonne en vous, quel sera votre rôle dans cette transformation mondiale? Les réformes d'Ibrahim Traoré ne concernent pas uniquement le Burkina Faso, ou même le Sahel, mais l'ensemble du continent africain. Pour les citoyens ordinaires, les étudiants, les agriculteurs et les jeunes professionnels d'Afrique, Traoré représente l'incarnation de l'espoir. Un leader qui ose affirmer la souveraineté de son peuple face à des défis énormes. Mais comment cette situation résonne-t-elle dans le reste du monde, en particulier dans les pays occidentaux, où la perception de l'Afrique est souvent teintée de scepticisme? Pour ceux qui suivent de près l'évolution de l'Afrique, l'ascension de Traoré est un signe de changement radical. C'est un appel à l'action pour les jeunes générations à prendre en main leur destin et à refuser la passivité face à l'injustice. Les réformes économiques et la gestion transparente des ressources sont devenus des principes fondamentaux qui pourraient servir de modèle à d'autres pays, même au-delà du continent africain. Mais la question se pose. Est-ce que le reste du monde est prêt à soutenir des leaders comme Traoré, qui remettent en question l'ordre mondial en place, ou continueront-ils à considérer ces réformes comme des menaces pour leurs propres intérêts? Pour l'Afrique, ces réformes vont bien au-delà de simples statistiques économiques. Elles incarnent une quête pour redonner aux peuples africains le contrôle de leur avenir. Les Africains, longtemps colonisés et exploités, commencent à se réapproprier leur destin. Le défi pour les jeunes générations sera de transformer cet élan en une action durable. Leurs attentes vis-à-vis de leurs dirigeants sont simples mais profondes. L'intégrité, la justice et la dignité. Alors, la question n'est plus de savoir si l'Afrique a le potentiel de changer, mais si le reste du monde est prêt à entendre et à respecter ce message de souveraineté et d'autonomie. Pensez-vous que l'Afrique pourra réellement s'imposer comme une puissance économique mondiale dans les années à venir? Ou les anciennes puissances coloniales continueront-elles à étouffer ses aspirations?